Bon, nous avons eu cet après-midi une séance plénière, qui se tenait d'ailleurs dans la grande salle du CNRS, sur la demande énergétique. Alors tu te rappelles, il y a un an à peu près, nous avions voté tous une première contribution au débat énergétique en France, dans laquelle notre principale conclusion, c'était qu'il faut arrêter de parler de la production, quelle que soit l'énergie, il faut arriver à parler de la gestion et du management de la demande, du pilotage de la demande. Et cette réunion était la première qui réunissait des gens qui allaient nous parler pilotage de la demande. Alors on a eu 3 interventions qui étaient essentiellement sur l'électricité et 2, dont la tienne, qui parlaient surtout du pilotage de la demande en chaleur. Le pilotage de l'électricité, dont on parle beaucoup, est partiellement induit parce qu'on sait le faire maintenant grâce à l'informatique, grâce au réseau, etc. Donc on sait mieux gérer la demande et on peut proposer à un quartier, à une ville, de gérer sa demande pour être un acheteur plus intelligent. Les interventions de cet après-midi étaient très intéressantes, principalement parce que nous avons eu, je dois dire, des industriels qui ont développé des technologies et qui les ont rodées sur de très grands réseaux, notamment le représentant d'Alstom, c'était M. Schmidt, je crois. Aux États-Unis. Aux États-Unis, qui nous a présenté les technologies mises en œuvre et qui ont été rodées essentiellement basées sur le numérique, alors qu'autrefois, lorsqu'il y avait une demande qui était trop importante, il fallait allumer d'urgence une centrale à charbon ou à gaz et ce n'était pas forcément instantané, etc. Il nous a démontré là, avec une courbe à l'appui, qu'avec de la gestion numérique, on va dire, puisqu'ils activent la déconnexion de systèmes lorsque le pic de demande est trop important. Et ça permet comme ça d'éviter des effondrements de réseau. Et je crois qu'à cette échelle-là, c'est assez rare parce que c'est la première fois qu'on a vu une expérience de ce type qui est même supérieure à la taille de la France. Oui, je rebondis là-dessus parce que le réseau, c'est juste entre New York, Boston et les Grands Lacs. Donc c'est un réseau qui est plus grand que le réseau français. Oui. Alors les gens se demandent, mais comment est-ce qu'on peut être coupé? Alors d'abord, les Français connaissaient les contrats en effacement prioritaire. Oui. Donc j'acceptais, une fois par an ou 2 fois par an, d'être prévenu le matin pour le soir que j'allais être coupé en électricité. Et je paye moins cher grâce à ça. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que plutôt que de démarrer une vieille centrale à charbon dont on n'est pas vraiment sûr qu'elle démarre, je me mets d'accord avec un ensemble, un quartier, une ville, mais des gens qui sont individuellement d'accord, et je leur dis, s'il y a un problème, vous allez baisser votre consommation ou même l'arrêter. Alors, est-ce que vous allez vous en apercevoir? C'est pas forcé. Si j'interromps votre chauffage électrique pendant 10 minutes, vous ne vous en apercevrez même pas. Il y a les efforts volontaires, les efforts qui sont organisés avec de l'informatique, mais dans tous les cas, c'est l'idée, on va contrôler la demande, on va gérer la demande, on va piloter la demande avec l'accord des consommateurs. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Dans l'énergie, il y a l'électricité et la chaleur, et il ne faut pas oublier qu'en France, 43% actuellement de l'énergie est consommée pour le bâtiment, que ce soit pour le chauffage ou que ce soit pour l'électricité, mais principalement le chauffage. La facture énergétique de la France, c'est 67 ou 68 milliards d'euros pour l'importation du gaz, des hydrocarbures, etc. C'est quasiment équivalent d'ailleurs au déficit commercial de la France. Et la partie qui est utilisée pour le chauffage est de l'ordre correspond à peu près à 27 milliards d'euros. Oui. Et si on prend que les logements, ça fait déjà 20 milliards. Voilà, 20 milliards que les logements. Or, pour chauffer un bâtiment, on n'a pas besoin d'une énergie très noble. On a besoin d'une température aujourd'hui dans les bâtiments nouveaux pour le chauffage de l'ordre de 40-45 degrés pour le plancher et de 60 degrés pour l'eau chaude sanitaire. Bien. C'est là où l'enjeu des énergies renouvelables apparaît et en particulier des énergies fatales, toutes ces énergies perdues
que l'on trouve un peu partout. Vous en avez dans l'industrie, puisque dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, vous avez de la chaleur qui est obligatoirement produite pour des raisons sanitaires. Et puis, vous avez l'énergie dans le sous-sol, les nappes phréatiques, vous avez le sous-sol avec les sondes géothermiques, puis vous avez les eaux usées aussi. Bon. Et puis, vous avez la chaleur qui est extraite des bâtiments eux-mêmes avec les ventilations mécaniques. Quand on additionne toutes ces chaleurs qui sont perdues, on s'aperçoit qu'on pourrait quasiment chauffer l'ensemble de la France. Dans les nouvelles zones à urbaniser, eh bien, ce que nous préconisons au niveau de l'académie, c'est une réflexion que nous avons eue en commission, c'est que lorsque nous équipons un nouveau quartier neuf, quand nous sommes au stade des VRD, c'est-à-dire quand on est en train de poser les réseaux neufs, eh bien, nous préconisons systématiquement d'y introduire 3 tubes de plus pour ce chauffage. Un tube pour la chaleur pour chauffer les bâtiments, un tube pour l'eau chaude sanitaire, le 3e tube pour le retour de cette énergie, parce que c'est du coût marginal de mettre 3 tubes quand on est en train de faire des VRD. Il y a 5 ans, il n'y avait rien en France. Aujourd'hui, il y a au moins une 20-25 installations qui existent, ne serait-ce que pour récupérer les calories des eaux usées qui sont une source de chaleur fatale. On voit les sondes de géothermie qui s'en fait au moins 10 000 par an en France. On récupère les calories sur les nappes phréatiques de plus en plus. Les pompes à chaleur explosent en nombre vendu pour produire cette chaleur. Ce sont des technologies qui sont en plein développement et qui ont un avantage, c'est que c'est de l'énergie qui est nationale et c'est plus de l'énergie qui est importée. Puis elles n'émettent pas de gaz à effet de serre. Et qui ne produisent pas de gaz à effet de serre, absolument. Les vrais progrès technologiques, c'est dans le transport. Maintenant, on est capable de transporter sur 100 km de l'eau à 140 ou 150 degrés. Ou même moins. Et on perd 2%, c'est-à-dire qu'on perd pratiquement pas plus que dans les réseaux de distribution électrique. Bien sûr. Ça, c'est nouveau. On fait des échangeurs bien plus efficaces pour passer d'une température à l'autre. Et quand la température est trop basse, on peut la remonter avec les pompes à chaleur, c'est-à-dire un frigidaire qui est à l'envers. Donc, il y a des vrais sauts technologiques qui font que les pratiques d'autrefois au niveau local peuvent devenir des pratiques collectives. C'est en ça que c'est nouveau.